Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Crimes d'hier et d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo podcast pour soutenir. De mystérieuses disparitions aux crimes célèbres, en passant par les grandes enquêtes criminologiques, cette chaîne explore les faits divers les plus intrigants, qu'ils soient anciens ou contemporains. Plongez dans l'univers fascinant et troublant des affaires criminelles qui ont marqué l'histoire. L'affaire des sœurs Papin est l'un des faits divers les plus troublants et les plus marquants de l'histoire criminelle française. Ce double meurtre brutal, survenu en 1933 au Mans, soulève encore aujourd'hui des questions sur la condition sociale, la folie et les tensions de classe. Découvrons ensemble cette affaire en explorant non seulement les faits, mais aussi le contexte et les répercussions. Christine et Léa Papin naissent dans une famille modeste et profondément dysfonctionnelle, dans la région du Mans. Leur mère, Clémence Déré, est souvent décrite comme une femme autoritaire, froide et distante, peu démonstrative d'affection envers ses enfants. Leur père, Gustave Papin, est quant à lui un homme instable, fréquemment absent, et il aurait eu des problèmes d'alcool. Leur relation de couple est marquée par des tensions et des accusations de violence, ce qui plonge les enfants dans un environnement familial chaotique. Finalement, Gustave finit par abandonner définitivement le foyer, laissant Clémence seule avec leur fille. Dès leur plus jeune âge, Christine et Léa sont séparées de leurs parents et confiées à des institutions religieuses. Christine, née en 1905, montre rapidement un caractère affirmé, avec des traits de personnalité indépendants et parfois rebelles. On la décrit comme autoritaire, sérieuse et peu démonstrative, mais aussi travailleuse et compétente dans les tâches domestiques. Léa, née en 1911, est tout son opposé. Elle est décrite comme une enfant timide, effacée et soumise, suivant souvent sa sœur sans jamais contester. Leurs parcours scolaires sont interrompus très tôt par la nécessité de travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Elles sont placées comme domestiques dans différentes maisons bourgeoises, un emploi exigeant mais courant à cette époque pour les jeunes filles de milieux modestes. Malgré les conditions de travail difficiles, elles restent souvent ensemble, renforçant leur relation fusionnelle au fil des années. Une proximité qui jouera un rôle crucial dans les événements tragiques à venir. En 1926, Christine et Léa sont engagées comme domestiques chez la famille Lancelin au Mans. Monsieur Lancelin est un ancien avocat respecté et sa femme Léonie Lancelin est réputée pour son caractère exigeant et froid. Les sœurs Papin se voient assigner des tâches ménagères lourdes et travaillent dans des conditions éprouvantes. Elles vivent dans un isolement quasi total. Elles ne sortent que pour aller à la messe et elles n'ont que très peu de contacts extérieurs. Christine prend une position dominante sur Léa, créant une relation de dépendance extrême entre les deux. Au fil des années, la maison Lancelin devient pour les sœurs Papin une véritable prison psychologique. Engagées comme domestiques en 1926, Christine et Léa travaillant dans cette maison bourgeoise avec une rigueur et une discipline imposées par Madame Lancelin, décrite comme froide, exigeante et tyrannique. Les tâches ménagères doivent être exécutées à la perfection, et la moindre faute, qu'elle soit réelle ou simplement perçue, entraîne des remontrances humiliantes. Ces critiques sont souvent accompagnées de punitions disproportionnées, comme des retenues sur salaire ou des privations. Ce climat d'autorité rigide et d'exigence permanente finit par user les deux sœurs, déjà fragilisées par leur passé familial difficile. Christine, l'aînée, montre rapidement des signes de nervosité extrême. Son caractère affirmé se transforme peu à peu en irritabilité, puis en véritable instabilité. Des témoins rapportent qu'elle commence à parler seule, à se perdre dans des silences prolongés. Elle développe également une obsession protectrice envers sa sœur Léa, qu'elle considère comme sa responsabilité absolue. Cette relation fusionnelle, déjà forte depuis l'enfance, se renforce dans l'isolement qu'elles vivent au sein de la maison Lancelin. Elles trouvent refuge l'une dans l'autre face à cette pression constante. Les tensions atteignent un point de rupture lorsque des incidents domestiques anodins prennent des proportions démesurées.
Une simple ampoule mal changée ou un vêtement mal repassé peuvent déclencher des crises de colère de Madame Lancelin, qui accentuent encore la paranoïa naissante de Christine. Persuadée que les Lancelin complotent contre elle et veulent les accabler, elle glisse progressivement dans un état d'angoisse permanent. Léa, plus effacée et soumise, suit sa sœur dans cette spirale, adoptant ses craintes et sa vision déformée de la réalité. Enfermées dans cette relation étouffante et ce climat de méfiance, les sœurs Papin se replient sur elles-mêmes. Chaque jour, la tension monte, chaque remarque ou reproche venant ajouter une couche supplémentaire à cette atmosphère oppressante. La situation devient explosive, et il semble inévitable qu'un événement tragique finisse par éclater. Le 2 février 1933, cette tension accumulée éclate dans un déchaînement de violence d'une rare intensité, révélant toute la fragilité psychologique des sœurs Papin. Ce soir-là, Madame Lancelin et sa fille Geneviève rentrent plus tôt que prévu et découvrent un problème électrique non résolu. Un simple incident domestique. Mais dans le climat déjà lourd de cette maison, il devient l'étincelle qui déclenche la catastrophe. Lorsque Madame Lancelin exprime son mécontentement, Christine, déjà au bord de la rupture, perçoit cette remarque comme une attaque personnelle, une humiliation supplémentaire venant s'ajouter à des années de brimade et de mépris. À ce moment précis, Christine bascule. Sa rage, longtemps réprimée, explose d'un seul coup. Dans cet accès de colère incontrôlable, elle saisit un objet lourd, probablement un marteau, et frappe Madame Lancelin avec une violence inouïe. Ce n'est pas seulement un geste de défense ou de colère. C'est l'expression d'une accumulation d'années de frustration, de douleur et de maltraitance psychologique. Christine, dont la santé mentale était déjà fragilisée, semble perdre tout contact avec la réalité. Léa, quant à elle, est comme hypnotisée par la fureur de sa sœur. Depuis toujours, elle vit dans l'ombre de Christine, adoptant ses émotions et ses angoisses. Leur relation fusionnelle, presque symbiotique, joue ici un rôle décisif. Face à la violence de Christine, Léa ne recule pas, ne tente pas de calmer la situation. Au contraire, elle se joint à l'agression, comme si elle était entraînée malgré elle dans cette folie partagée. Ce phénomène, souvent décrit comme une folie à deux, explique comment deux individus très proches, vivant dans un isolement émotionnel et social, peuvent partager les mêmes délires paranoïaques et se renforcer mutuellement dans leurs dérives. Ce qui suit est un véritable carnage, d'une sauvagerie presque incompréhensible. Les deux sœurs, comme possédées, infligent aux Lancelin des blessures innombrables. Les visages des deux victimes sont réduits à un état méconnaissable. Dans un geste d'une barbarie quasi rituelle, elles arrachent les yeux des deux femmes à main nue. Un acte qui révèle la perte totale de contrôle et l'intensité de leur rage. Armées d'un marteau et d'un couteau de cuisine, elles continuent leur assaut dans une frénésie sanglante qui dure de longues minutes, comme si cette explosion de violence était le seul exutoire possible à des années d'oppression et d'isolement. Quand la tempête de violence s'apaise enfin, la pièce est un tableau de désolation. Baignée de sang et marquée par des mutilations d'une brutalité insoutenable. Christine et Léa, elles, semblent étrangement calmes après le massacre, comme vidées de leur colère et de leurs angoisses. Cet état de sérénité après un acte aussi terrible en dit long sur la profondeur de leur détresse psychologique. Ce crime n'est pas seulement un déchaînement de violence, c'est l'expression ultime de leur souffrance. Un acte où la réalité et la folie se sont confondues jusqu'à ne plus faire qu'un. Lorsque la police arrive sur les lieux, appelée par M. Lancelin inquiet de ne pas voir sa femme et sa fille au rendez-vous prévu, les agents sont immédiatement frappés par le silence pesant et l'atmosphère oppressante qui règne dans la maison. En pénétrant à l'intérieur, ils découvrent une scène d'horreur indescriptible. Les corps mutilés de Madame Lancelin et de sa fille Geneviève gisent dans le salon, méconnaissables tant la violence des coups a été extrême. Le sol est couvert de sang et les blessures infligées évoquent une sauvagerie presque inhumaine. Les enquêteurs, bouleversés par cette découverte, montent à l'étage et trouvent la porte de la chambre des sœurs Papin fermée à clé.
Lorsqu'ils forcent l'entrée, ils sont face à une scène des plus étranges. Christine et Léa sont allongées côte à côte dans leur lit, recroquevillées l'une contre l'autre. Vêtues de leur peignoir, elles n'opposent aucune résistance. Leur calme est glaçant, presque irréel compte tenu de la violence du crime. Les deux sœurs avouent immédiatement leur acte avec une froideur déconcertante. Christine, l'aînée, prend la parole en premier et endosse la responsabilité principale du massacre, expliquant les faits avec une précision clinique, mais sans montrer le moindre remords ou la moindre émotion. Léa, comme à son habitude, suit l'exemple de sa sœur, adoptant une attitude soumise et se contentant d'acquiescer à ses déclarations. Lorsqu'on leur demande pourquoi elles ont agi ainsi, leur réponse reste floue, marquée par des allusions à des mauvais traitements et à un sentiment de persécution, mais sans véritable logique rationnelle. En septembre 1933, le procès des sœurs Papin attire une attention médiatique considérable. Christine apparaît comme la figure dominante et montre des signes évidents de déséquilibre mental, allant jusqu'à demander à voir sa sœur au tribunal pour l'embrasser avec passion. Le tribunal condamne Christine à la peine de mort, peine commuée en réclusion à perpétuité, et Léa à 10 ans de travaux forcés. L'affaire Papin suscite un débat dans les milieux intellectuels et artistiques. Jean Genet, Jean-Paul Sartre et Jacques Lacan analysent cette tragédie sous l'angle des conflits de classe et de l'aliénation sociale. D'autres voient dans cette affaire la preuve des conditions de vie inhumaines imposées aux domestiques de l'époque. Après leur incarcération, les destins des sœurs se séparent. Christine, enfermée en hôpital psychiatrique, sombre dans une dépression sévère et meurt en 1937 d'inanition. Léa, libérée pour bonne conduite en 1943, tente de reconstruire une vie anonyme, travaillant sous une fausse identité et vivant discrètement jusqu'à sa mort présumée dans les années 1980. Cette affaire reste emblématique non seulement par sa violence, mais aussi par les questions qu'elle soulève. Les conditions de travail des domestiques, les dynamiques de pouvoir et la question de la folie partagée. Aujourd'hui encore, les sœurs Papin continuent de fasciner et d'interroger, inspirant des œuvres littéraires, théâtrales et cinématographiques. Leur histoire demeure un miroir des tensions sociales et psychologiques de leur époque. Merci à tous d'avoir regardé et écouté cette vidéo podcast. Vous trouverez des liens intéressants dans la description sur l'affaire que nous venons de traiter. Pensez à vous abonner pour ne louper aucune des prochaines sorties. 2 vidéos par semaine, le lundi et le jeudi à 18h. À très bientôt pour de nouvelles affaires passionnantes et frissonnantes pour Crimes d'hier et d'aujourd'hui.